Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver dans le carré avec un très très bel invité d'habitude. C'est lui qui interview, vous l'avez déjà vu dans des poker débats ou même à tour de table. Cette fois c'est son interview, c'est monsieur Chichi, comment ça va ? Salut Loïc, bah écoute, ça va bien. On se remet après les fêtes, mais ça va bien, ça va. Bon alors Chichi, on te connaît, il y a de multiples casquettes. Il y a évidemment le joueur pro Cash Game, il y a l'animateur du club Poker Radio et il y a un des membres, peut-être pas fondateur, mais un des membres les plus éminents, on va dire, de Kill Tilt. C'est un peu ça. J'ai un peu rajouté les casquettes au fur et à mesure. Pas forcément prévu pour toutes, un peu la plupart même d'ailleurs, plus suite à certaines rencontres et aussi une vraie passion pour le milieu du poker. Donc voilà, c'est un peu mon profil, quoi. C'est de partager le plus possible ma passion et d'essayer d'en donner une bonne image au plus grand nombre, quoi. Alors, on démarre d'abord parce qu'il y a la grosse actualité qui est sortie. C'est ta masterclass Cash Game qui fait suite à la masterclass déjà de Peanuts, qui Mm. était mentale et sur le tournoi. Toi, c'est spécial Cash Game. Alors, j'avais fait, je pense que tu as eu la petite vidéo en mode les masterclass, nana, etc. Ouais, ouais. Bon. Alors, avant d'y revenir, déjà, tout simplement, parle-nous de cette masterclass Cash Game. On y retrouve quoi? Il y a quoi dedans? C'est quoi le contenu? Alors, la masterclass, elle est en gros en deux parties distinctes. Donc, il y a eu la partie mentale et tournoi. Là, c'est du coup une partie mentale et cash game. Alors, pourquoi on met mental, etc. Bah, déjà, parce que c'est un peu les fondations et les fondements de Kill Tilt. On a toujours, enfin, Simon Peanuts a toujours parlé du mental depuis le tout début. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on fait des vidéos sur Kill Tilt. Et dès le début, de toute façon, c'était sa ligne de conduite. Donc, c'est pour ça il y a les deux. Ouais. Évidemment, pour les gens qui ont la partie tournoi et mental, il y a quelques membres qui font un peu les deux, qui ont voulu prendre la partie cash game. C'est évident qu'ils peuvent avoir la partie cash game toute seule et qu'ils ne vont pas repayer une deuxième fois pour avoir le même contenu. Donc, eux ont une offre spéciale juste pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve Alors, les deux parties ici, il y a 75 heures de contenu, un peu plus de 75 heures de contenu. Au niveau donc j'ai parlé de moi, ce dont je me suis occupé. Je me suis occupé de toute la partie technique, donc qui est à un peu plus de 30 heures globalement de contenu. Ouais. Donc il y a un tiers de jeux live où les joueurs peuvent me voir jouer sur les tables. Et où tu Alors commentes, je suppose, t'es live, voilà, t'es en gros, le cool. but c'est que je commande tous mes raisonnements. Ouais. Alors j'explique bien entendu, ça j'explique aussi directement aussi dans la vidéo de présentation. Le but de cette masterclass, c'est pas du tout de jouer comme moi ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment d'expliquer les concepts, de les partager pour que les joueurs les comprennent et surtout pour qu'ils soient capables en fait, de s'adapter ensuite à la majorité des situations qu'ils vont rencontrer sur les tables. Pour moi, ça fait pas trop de sens de dire ici tu vas tout le temps faire ci, ici tu vas tout le temps faire ça. Il faut essayer de comprendre les situations. Bien entendu, je les explique au mieux à travers, il y a des PowerPoints, il y a des analyses de main, il y a des reviews et surtout, moi, ce que j'ai voulu faire pour la masterclass, alors ça, c'était vraiment un parti pris lié à mon expérience sur YouTube. En fait, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je crois, j'avais lancé une série sur YouTube où je jouais 10 000 mains sur chaque limite, donc NL2, etc., jusqu'à NL50. Ouais. Et ça avait vraiment plu. J'avais eu énormément de retours positifs sur ça. Et du coup, quand j'ai voulu construire cette masterclass, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant et surtout totalement logique pour moi de faire, vu que c'est une masterclass qui est ciblée sur les joueurs qui jouent jusqu'à NL50, d'aller jouer sur ces tables-là pendant quand même un bon moment. Donc j'ai joué à peu près 3 mois sur ces parties pour vraiment avoir un vrai contenu, comprendre leurs vraies problématiques, les questions qui se posent et du coup essayer d'y répondre au mieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit le plan. Ensuite, j'ai joué pendant à peu près 3 mois, un peu plus de 100 000 mains sur ces tables. Ouais. Et donc, j'ai récupéré toutes ces mains-là et toutes les reviews du coup de la masterclass en fait sont faites sur les tables que les joueurs jouent. Donc moi, ça me paraissait cohérent. Après, ça c'est vraiment un parti pris. Je peux comprendre qu'il y en ait d'autres qui trouvent ça pas forcément logique, mais à mon sens, même partager
partager des mains de, je sais pas, NL100, 200 ou 400, ça fait pas de sens en fait pour des joueurs qui vont jouer en NL25, quoi. Ouais. Enfin, personnellement, c'était mon avis. Donc du coup, je me suis vraiment basé sur ça. Et ensuite, j'ai tout le plan était construit pour que ce soit le plus organisé possible, pour que les gens en fait puissent profiter du contenu vraiment dans l'ordre. Et donc moi, si je dis pas de bêtises, je crois que sur ma partie, je crois que j'ai 55 vidéos ou 54 vidéos, je sais plus exactement. Donc voilà, donc il y en a une quinzaine. Du coup, il y a un tiers à peu près des vidéos, c'est du live. Et ensuite, c'est du travail sur la théorie, sur comment apprendre à travailler son jeu, sur un petit peu tous les à côté. J'ai essayé de traiter un peu tout ce que les joueurs attendaient. Et ce qui est cool, en fait, c'est que en fait, pour créer la masterclass, on a fait participer un petit peu la communauté et notamment énormément de joueurs. En gros, on a fait un sondage sur plus de 2000 joueurs pour savoir un petit peu les problématiques qu'ils rencontraient, etc. Ouais. Donc, on a vu un petit peu tout ce qui revenait et j'ai essayé d'y répondre au mieux pour l'aspect technique, en tout cas. On sait que les masterclass, le coaching en général, ça marche plutôt bien. Je ne sais pas si Peanuts ou pas a parlé des ventes de sa masterclass ou pas, mais je sais que ça a très bien fonctionné. Je ne donnerai pas de chiffres s'il n'en a pas donné. Bon, on sait que Yo, ça marche bien. Alexis, lui, il a donné les chiffres de la sienne. Lepsker, il était content, il en avait vendu plus de 300, etc. Est-ce que cette appétence que les gens ont pour ce genre de format, ça t'a donné envie de te dire, il y a de la place, il y a un goût pour ça, et il n'y a pas forcément ça. Alors, moi, j'ai mis pas mal de temps avant de me chauffer pour le faire. Déjà, ça fait 10 ans qu'on fait des vidéos, donc j'ai mis plus de 10 ans. Bon, à l'époque, les masterclass n'existaient pas. Ensuite, ce qui m'a un petit peu chauffé, c'est déjà la demande des gens. Il y avait une attente. Clairement, il y avait une attente. Moi, j'ai eu un peu de mal au début, en fait, à me dire que j'allais vendre un produit. Alors ça, c'est un choix personnel. C'est pas l'idée de faire de l'argent ou pas. J'ai vraiment pas de problème avec le a fait priori, on est tous dans le poker, on est pour le pognon, hein, a priori. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, là-dessus, il y a pas de problème. Il y a zéro tabou là-dessus. Et je dirais pas genre en mode non, j'ai fait ça pour pas faire de l'argent, pour laisser un truc. Non, c'est pas vrai. Le but, pour évidemment, la passion. Voilà. Mais il y a aussi le fait de se rendre compte que en fait, les gens ont un besoin. Je pense que j'ai fait mes armes au niveau de la pédagogie sur le poker en termes de vidéos. Enfin, je veux dire, je crois que, je sais plus, il y a quelques semaines, mais je crois que j'ai fait plus de 1000 heures de vidéos gratuites. Donc, avec Kill Tilt. Avec Kill Tilt, ouais. Ouais. Donc, à ce niveau-là, j'ai un petit peu fait mes arbres. Je pense que les gens apprécient comment je parle et comment j'analyse les choses et comment j'essaye de les apprendre au mieux et de partager ça. Évidemment, de toute façon, pour se lancer dans un projet comme ça, il faut être passionné, ça c'est clair et net. Ok, on parlait d'argent, c'est une grosse motivation, mais ça ne doit pas être que ça. Si tu n'aimes pas ça, je pense que ça va se ressentir dans ton contenu. Ouais. Et le but, ok, évidemment, c'est de vendre ta masterclass, mais le but aussi, c'est que les gens qui l'achètent, ils soient contents de ce qu'ils ont acheté, ils se sentent clairement pas floués, quoi. Donc ça, c'était ma priorité, c'était de toujours penser à l'attente des gens et à ces retours-là. Donc moi, je suis content de toute l'énergie que j'ai mis dedans, vraiment, et du fond et de la forme, parce qu'on a essayé aussi de travailler évidemment le fond en priorité, ça c'est la base de toute façon, et la forme aussi, parce que je pense que si c'est plus joli, c'est plus facile d'apprendre, tu as plus envie de retourner sur le contenu, et du coup ça te fatigue aussi un peu moins de voir soit des PowerPoint bruts, ou alors au moins avec des jolies photos, des trucs comme ça. C'est quand même bien de la mettre en valeur aussi un minimum, quoi. J'avais posé la question il y a quelques jours à Yo, j'ai envie de te poser la même, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un danger à force que les joueurs soient aussi bien renseignés? C'est-à-dire ils se forment de plus en plus, peu importe leur niveau, mais le joueur, même très moyen, presque faible, aujourd'hui a tellement plus de renseignements que le joueur faible d'il y a 10 ans. Est-ce qu'à un moment donné, on ne fait pas des gens qui deviennent trop forts et on ne complique pas encore plus la possibilité d'être gagnant au poker, que ce soit en tournoi ou en cash game? Alors, je pense pas qu'on va compliquer le niveau des tables. Enfin, je pense pas que ce soit les créateurs de contenu spécialement qui compliquent le niveau des tables, dans le sens où, de toute façon, la plupart des ressources sont disponibles déjà là depuis un moment, en fait. Globalement, un joueur qui a envie de s'intéresser, qui a envie de progresser, il peut très bien le faire. Il a vraiment pas besoin d'acheter un contenu s'il est motivé, s'il s'organise bien, etc.
Le contenu est déjà disponible gratuitement. J'en parle même pas pour un joueur qui parle anglais. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Mais quand tu parles anglais, c'est un vrai plus pour accéder à du contenu poker. Je pense que ce que les gens recherchent maintenant de plus en plus, alors je vais mettre de côté la catégorie des gens qui veulent absolument devenir millionnaires très rapidement sans faire d'efforts. Enfin, clairement, moi, c'est pas du tout ce que je vends. Moi, je fais aucune promesse. Ça s'appelle le Bitcoin. Ouais, oui, si tu veux. Et encore, pour qu'il y en ait qui gagnent, il y en a toujours qui perdent. C'est ça. Forcément. Mais moi, je fais aucune promesse. C'est pas du tout une recette magique. Je dirais jamais à quelqu'un achète ma masterclass, tu vas gagner des tonnes ou quoi. Vraiment pas du tout. Je l'ai jamais dit. Je changerai pas. C'est pas parce que je vends un produit maintenant que que je vais dénigrer les contenus gratuits et que je vais même arrêter d'en faire. C'est vraiment très important pour moi. Je changerai pas ce discours-là. Mais en fait, les gens, ce qu'ils cherchent, du coup, c'est aussi à avoir un contenu qui est organisé en fait et qui est trié et en fait d'être un petit peu pris par la main. Ce qui peut être difficile, par exemple, je parlais avant qu'on a fait plus de 1000 heures de contenu sur Kill Tilt. Alors c'était avant la suppression de la chaîne, il y a 2 ans, qui nous a supprimé pas mal de vidéos. Mais donc il y en a un petit peu qu'on sautait. Mais en gros, les gens, je peux comprendre, si ils arrivent là-dessus, c'est sûr qu'ils peuvent être un peu paumés, quoi. Il y a énormément de contenu, c'est difficile de faire le tri. Si en plus ils vont regarder énormément de créateurs de contenu, ça va être difficile de trouver celui qui est compétent, celui qui n'est pas compétent. Il y en a qui vont peut-être dire des choses un petit peu opposées. Quand tu débutes, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est pour ça que c'était important de faire quelque chose qui était vraiment structuré de A à Z, quoi. Ouais. Et que les gens se sentent vraiment aidés dans toute leur progression. Et puis après, ce qui est aussi important, et pour moi qui est un plus, un vrai plus pour je pense, la majorité des formations, c'est que derrière, il faut qu'il y ait un suivi, en fait. C'est-à-dire que c'est pas genre, tu achètes quelque chose et derrière, il n'y a plus rien. Moi, je sais que je me suis posé des créneaux, comme j'avais déjà, par exemple, des créneaux le matin un petit peu pour répondre aux commentaires sur YouTube. Maintenant, j'ai rajouté les commentaires sur le Discord. Alors en plus, moi, j'ai jamais été très Discord, mais du coup, ça me booste maintenant Je comprends rien à Discord. À être un peu... Ah, moi, je suis un vieux, j'étais Skype pendant longtemps. Ah mais ouais, moi, je suis Discord, je suis perdu. Du coup, là, je me mets à Discord et puis on a directement aussi une section commentaires directement sur le site de la masterclass. Donc, les gens peuvent poser leurs questions là-dessus. Il n'y a évidemment pas de questions bêtes et je pense qu'ils sont rassurés aussi de pouvoir poser certaines questions comme ça. Parce qu'il y a des gens, je comprends, ils ont peur de poser certaines questions parce qu'ils disent putain, c'est peut-être un peu con, j'ai un peu peur de. Voilà. Là, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent et je vais essayer de répondre vraiment à tout le monde de façon personnelle. Pour moi, ça, c'est vraiment important d'avoir ça, quoi. Je l'ai toujours fait sur tous mes contenus, donc je veux continuer de faire ça. On va parler Club Poker. Bon, d'abord, on va parler de la réception en ce moment de la masterclass. Excellente réception, comme à chaque fois que quelque chose sort sur le CP. Toujours les 15 mêmes pas contents. On va pas voir ce qu'ils ont dit, on s'en fout, c'est toujours les mêmes LAU, c'est les mêmes rengaines, c'est pas ce qui m'intéresse. On avait eu un débat, toi et moi, quand j'avais été invité au CP sur ça, sur côté un peu bashing du club poker. Un débat enflammé. Un débat enflammé, ouais. Bon, après, il y avait 8 whisky coca avant, mais là, un débat sur ces 15 fighters qui défoncent à tour de bras. Toi qui représente et qui représente très bien le CP, t'es un des visages. Je représente pas le CP. Pour moi, personne représente le CP. Je suis t'es à un la des radio, visages, du moins. Mais... T'es un des visages, on va dire. De la radio. Mais le radio. CP, il n'y a pas vraiment de tête pour moi, tu vois. Mais est-ce que tu trouves pas que c'est compliqué quand même, ce rapport de ces haters là si tu veux, alors je vais parler du coup. Sachant que moi, je sépare bien cette petite minorité de ce qu'est le CP. Parce que moi, le CP, je suis un enfant du CP. Tu vois ce que je veux dire, mais bien sûr. C'est pas compliqué. Tu vois, bizarrement, je change pas d'avis sur le fait que ça reste nécessaire pour le poker. Après, c'est plus la façon dont c'est fait. Bon, là, j'en ai pris plein la gueule. Non, mais je m'attendais à en prendre. Je pense que déjà, il y a des gens... Non, mais tu vois, c'est ça. Alors, juste, excuse-moi, je saute à ça, mais moi, c'est ça qui est fou. C'est que, et c'est pas du tout pour te faire plaisir ou quoi, on se connaît, on s'apprécie, mais on n'est pas intime dans la vie, mais, enfin, je veux dire, on sait très bien, que ce soit toi, Peanuts, quand vous sortez ça, c'est très bien que ça va être de qualité avec
parfois peut-être des défauts, parce que quand on crée quelque chose, il y a toujours des défauts, mais Bien sûr, on peut pas attaquer ni la légitimité, ni l'envie de bien faire, tu vois. Et même ça, tu vois, t'en as qui arrivent à le faire, quoi. Tu dis, mais c'est pas possible, ouais, quoi. mais Vous alors, le faites exprès. qui est des critiques, moi vraiment, j'ai zéro problème avec ça. Et d'ailleurs, le premier message, bon, qui était un peu brut ou quoi, j'ai répondu parce que je trouvais qu'il y avait une question et il y avait un point qui était abordé. Et c'était une critique, pour moi, qui était logique. Enfin, tu vois, le fait, en fait, c'était sur le point que je t'ai dit avant, Hmm. d'aller jouer les petites parties pour créer ma masterclass. Hmm. Je peux comprendre que ça, il y en a, tu vois, ça leur correspond pas. Et vraiment, pas de problème. Je pense que la plupart des gens qui ont eu, enfin, ils n'ont pas été 15 000, mais voilà ceux qui ont critiqué là-dessus. Ok, ça c'est legit et tout, pas de problème. Après, la forme, c'est autre chose, mais pas de problème. Et j'ai répondu, et vraiment, il n'y a pas là-dessus, il y a pas de problème. Je pense qu'en plus, les gens qui font ça, c'est des gens qui ont réussi sur des plus grosses parties, qui sont peut-être fait un peu tout seuls. Et en fait, quand tu te fais un peu tout seul, tu as un peu du mal des fois à comprendre que les autres, que ça marche pas pour tout le monde, qu'il y en ait qui aient besoin d'être pris par la main Hmm. ou quoi, tu vois. Donc là-dessus, pas de problème. Bon, après, il y a eu des critiques gratuites, il y a eu des critiques pour moi qui font vraiment, vraiment pas de sens. Et c'est toujours des fois ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il peut y avoir des bonnes vraies critiques. On peut essayer de rentrer dans un vrai débat, tu vois, pas de problème. Mais en fait, ce qui est Ça un peu part en dommage là-dessus, bashing, quoi. ça part un peu en bashing gratuit, hein, même des fois un peu en haine gratuite. Et tu ne rentres malheureusement pas dans un débat qui, pour le coup, pourrait être constructif pour tout le monde, parce qu'ils ont le droit de pas aimer. J'ai vraiment aucun problème. Et par contre, tu vois, on n'a jamais parlé du fond. Ça, c'est un peu dommage. Hmm. On a critiqué le marketing et tout, ça, pas de problème. Même moi, il y a des trucs, bah, tu vois, je suis pas à l'aise, mais ça fonctionne comme ça maintenant. C'est pas du tout moi qui le gère. Donc voilà, Ouais, je peux puis même comprendre ça, tu certains vois, trucs. moi je trouve ça aberrant. Tu vends un produit, peu importe lequel, on s'en fout. Mm. Tu dois faire du marketing. Alors après, jusqu'à quel dosage, etc. Mais il faut bien qu'il y ait un peu de marketing. Tu vas à un moment donné, ça Bah, n'existe pas. créer un Voilà. produit, Tu veux pour le faire n'importe qui. connaître, tu veux en donner envie, c'est normal. Celui qui me dit j'ai créé un produit, je le vends et je veux pas faire d'argent, bah c'est pas vrai quoi. Ouais. C'est pas vrai, tu as fait un produit. Si, en plus, si tu as mis énormément de temps, énormément d'énergie, que tu t'es. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui va te tenir à cœur, Bien sûr. ben, tu as envie de le vendre. Tu vois, moi, en fait, après, j'ai tout regardé. Après, vraiment, ce qui est le plus important, évidemment, c'est le retour de tes clients Bien derrière. sûr. Ça, c'est certain. D'ailleurs, c'est dingue, des fois, de voir la différence, mais flagrante, entre cette toute petite partie-là qui va te défoncer et l'énorme majorité de gens que tu vois en face-to-face, quand c'est des vidéos que tu Mm. sors gratuitement, des docus comme moi, ou des vidéos pour toi sur Kill ou quand tu vends un produit, en l'occurrence, je pense à ce que fait Alexis, tu vois, où il me parlait de ses retours, ou toi, ce que tu peux faire là avec cette masterclass, où c'est vraiment complètement différent, quoi. C'est fou, quoi. Ouais, mais alors déjà vraiment, je veux vraiment séparer les deux entre les bâches et les critiques. Tu vois. Hmm. Critique, tu as le droit. Pour moi, tu as le droit de critiquer quelque chose. Vraiment pas Ouais, de ça c'est problème. sûr. Enfin, tu vois, Bien sûr. même quand tu fais du gratuit, enfin, j'ai fait du gratuit tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est tout nouveau que je sorte un truc, tu vois, j'ai jamais Hmm. rien sorti. Même du coaching, j'ai jamais. Et moi, je suis obligé de enfin, faire du gratuit, parce que si je fais une masterclass, ça va être compliqué. non, mais je veux Sur dire, j'ai comment jamais échouer fait, au tu vois, poker. j'ai fait un petit peu de coaching, mais j'ai jamais vendu des tonnes de coaching, Hmm. j'ai jamais fait tout ça. Enfin, tu vois, c'était toujours des trucs que je voulais pas vraiment rentrer là-dedans. Là, bah même quand je faisais du gratuit, ça m'arrivait à des moments de me prendre des bâches. Donc, enfin, tu vois, ça fait un peu partie, je dirais, malheureusement, du jeu, parce que même si tu vois, on n'était pas d'accord sur quand on avait eu notre fameux Hmm. débat. Évidemment, les bâches extrêmes ou gratuits ou quoi, ou même allons plus loin. Bon, là, il n'y en a pas eu, mais ça pourrait arriver de temps en temps. Je sais pas, des trucs sur le physique ou des trucs comme ça. Hmm. Bon, écoute, ça, faut pas y faire attention. Par contre, ça peut faire mal. Franchement, ça peut vraiment faire mal. De temps en temps, ça peut blesser. Et ça, c'est dommage. Je pense que des fois, il faut se rendre compte un petit peu, même quand on critique un truc, du mal que les mots peuvent avoir pour les gens. Alors, je parle pas spécialement pour moi, mais on est en plein dedans actuellement sur les réseaux sociaux. Mais Bref. quand tu vois, je pensais, parce que donc, au final, la fin du débat qu'on avait eu, c'était plus sur moi, je te disais que j'étais contre l'anonymat sur Internet. Mhm. Toi, tu me disais que tu étais pour. Et je repense, là, tu vois, tout de suite à ce qu'a mis Pierre Calamusa il y a quelques jours, tu vois, ou sur Twitter, où il s'était fait défoncer par un anonyme sur des propos antisémites. Enfin, c'est d'une... Moi, quand je vois ça, j'ai tellement envie qu'on interdise l'anonymat, quoi. Ouais, Ça va les calmer, hein. moi, franchement, je suis pas persuadé de ça, mais vraiment, je suis pas persuadé. Et Tu crois que le mec, on a son nom, son prénom,
et qu'il est obligé d'avoir une carte d'identité pour ouvrir un compte Twitter ou Insta, tu crois vraiment que le mec il va sortir ce même genre de saloperie? Franchement, je sais pas. Bah, regarde, regarde, si on veut parler de l'actualité, parle pas poker, mais regarde dans les stades en ce moment, c'est très compliqué, ça part un peu en cacahuète. Il y a eu il y a les billets nominatifs, il y a des gens, ça les arrête pas, tu vois. Je veux dire, donc, et peut-être que ça en ralentirait certains, Ça freinerait peut-être sans doute. peut-être que ça permettrait plus de débat ou quoi. Après, sur les forums, je veux dire, ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours kiffé le CP et des fois pour ce genre de choses, bon bah écoute, là je prends dans la gueule, c'est moi qui prends dans la gueule. Écoute, enfin, ça fait un peu partie du jeu, pas autant. Vraiment, faut pas faire, faut pas faire autant ou quoi. Mais bon, c'est comme ça, ou pas. Enfin, c'est le jeu, tu vois, un peu de ça malheureusement. C'est un peu dommage, comme tu dis. Ce que je trouve dommage, c'est que ce soit tout le temps. Comment je pourrais dire ça? Euh, c'est pas répétitif, mais ce soit systématique. Ce soit systématique. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Parce que bon, après, tu vois, on aurait discuté en off ou quoi, enfin, les décrits ou quoi, mais vas-y, mais zéro problème. Franchement, j'ai répondu à tous les messages en off ou quoi. Non, mais Vraiment, comme tu dis, après, quand c'est en off, quand c'est des critiques constructives, ça bah évidemment, oui, bah, ça fait avancer. ça c'est toujours très positif. Pour moi, ça c'est ultra important, tu vois. Ouais. Ça c'est vraiment ultra important parce que c'est ça qui te fait progresser. C'est quand tu te prends, quand ça m'est déjà arrivé de prendre des critiques sur des vidéos ou quoi, voilà, bah j'ai évolué dans mes vidéos dans certains sens là-dessus. Et, Le Club Poker Radio. Alors là, je sais plus Ouais. à quelle saison on en est, mais là, ça commence à faire plus de 10 saisons, c'est sûr. 15e, je crois. Si je dis pas de 15e, bêtises. tu vois, Je crois que c'est la j'allais te 15e. dire 14. Moi. Vous avez pris la suite du El Famoso FPC Le boss. avec Comanche. Est-ce Et que... Olivier P aussi. Et du coup, Olivier, Olivier P, la légende, évidemment. Mais est-ce que ça devient pas... Alors, parce que moi, j'ai la réponse pour Dans le Carré, mais est-ce que ça devient pas dur d'avoir des bons invités? Je te dis ça avant que tu répondes parce que moi, je Vas-y. l'assume. Dans le Carré, on me dit, mais pourquoi tu fais moins de Dans le Carré? Je fais plus d'émissions Poker Débat, mais pourquoi tu fais moins de Dans le Carré? Mais parce qu'il y a moins de gens intéressants à inviter. Parce qu'il y a moins de grandes gueules, il y a moins de parcours atypiques. Donc voilà, moi, c'est un petit peu mon ressenti. Comment toi, tu vois ça? Alors déjà, pour les invités à 95%, bah, faut remercier Lolo, Webmaster, qui se charge de faire les castings, d'inviter tout le monde, alors qu'il y a un réseau incroyable, hein, c'est le plus grand réseau du milieu du poker. Mais il fait un boss de ouf là-dessus pour qu'on ait, n'empêche, chaque semaine 2 invités. Donc c'est vraiment un taf de malade là-dessus. Même pour l'orga, pour tout, pour la réception, quoi, il fait un taf de malade. Magnifique. Est-ce que c'est dur d'avoir des invités ou pas? En tout cas, des invités pertinents, parce que même si c'est toi qui choisis pas, Ouais. parce que des fois, c'est pas long, quoi. Franchement, c'est en fait le problème, le truc, si tu veux, j'ai envie de te dire que si l'émission est un peu longue et un peu chiante, des fois, ça va être nous les responsables. Parce que nous, on est censé animer le truc. Donc, si tu veux, si l'émission peut. Ouais, mais pour Bah, animer, il faut que tu aies de la réception un peu en face. Parce que, je veux dire, comment il peut sortir les meilleures vannes qu'il veut et toi les meilleures questions? Il y a un moment donné, si en face, les réponses font 3 lettres. je suis d'accord. Franchement, ça nous est arrivé, mais vraiment sur la masse d'émissions qu'on a fait ensemble avec Omanche, Ouais. vraiment très très peu d'avoir des réponses justement très courtes. On sait des fois des invités, ça va arriver, des invités bah, qui n'ont jamais fait de radio ou quoi, qui n'ont pas eu de médias, qui ont du coup un peu peur, qui ont un peu cette pression. Bah, déjà, nous, et notamment Lolo, bah, il y a l'accueil avant. Enfin, tu vois, tu arrives, tu peux manger, Et par tu peux boire accueil, et tout, ça te détend. t'entends ce très très grand bar. Voilà. Donc, du coup, ça détend tout de suite. Et nous, c'est déjà notre but, il est là. Le premier, c'est que tu arrives, que tu sois vraiment détendu, que tu passes un bon moment. Après, bah, si les invités sont comme ça, nous, on va essayer de les. Si tu veux, nous, le plus dur qu'on peut avoir, la situation la plus difficile qu'on peut avoir à la radio en tant qu'animateur, et pour le coup, Nico est quand même très fort là-dessus, c'est quand tu vas avoir un invité qui parle, parce que on a 2 invités qui se parlent pas, enfin qui se connaissent pas plutôt. T'en as un qui parle beaucoup et l'autre qui parle pas du tout. Ouais. Ça, c'est très difficile parce que toi, bah, tu as envie forcément de Ouais, de tchatcher donner avec la parole à tout le monde, évidemment. Déjà, il faut que tu donnes la parole à tout le monde, c'est normal. Maintenant, bah, s'il y en a un qui parle beaucoup et qui te sort des anecdotes et tout, bah, toi, tu te dis, bah, moi, ça m'intéresse et tout, si je veux. Mais tu peux pas te permettre que la parole soit monopolisée par l'un des deux. Donc, il faut que tu essayes d'équilibrer, un peu de passer les plats, quoi, si tu veux. Et là-dessus, Comanche est très, très fort là-dessus, vraiment. Donc, ça nous arrive vraiment, vraiment rarement, quoi. Mais après, Est-ce que c'est mieux quand les 2 invités sont potes? Je te dis ça oui, parce que moi je l'ai évidemment. fait plusieurs fois, tu vois, et Ouais, la dernière avec évidemment. Alexis, bah, c'est un de mes meilleurs amis, donc du coup, il y a plus de vannes entre nous. Bon, tout le monde se connaît, et moi j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile parfois pour vous. Ah, mais c'est clairement plus facile. De toute façon, quand on invite des gens à la radio,
on va toujours demander est-ce que tu veux venir avec quelqu'un ou est-ce que tu as un pote ou quoi. Parce que c'est mieux pour l'invité. Bah, comme tu dis, toi, tu as ton pote, tu peux lui parler plus facilement, etc. C'est beaucoup plus logique. C'est mieux pour nous et c'est surtout mieux pour les gens qui écoutent. Les gens qui écoutent, ils ont envie qu'il y ait une bonne ambiance, ils ont envie de ressentir cette ambiance justement CP Radio, où ça vanne, où au milieu il y a des bonnes anecdotes, où il y a plein de trucs. Sinon, au final, bah, si tu n'as pas trop ces moments-là, bah, ça devient une interview, un podcast un peu comme tous les autres. Et non, il y a vraiment cet esprit CP Radio qu'on veut garder. Donc, pour ça, il faut qu'on ait des invités détendus et, si possible, qui sont potes. Ça facilite clairement la vie de tout le monde au final. Alors, la masterclass Skill Tilt, la CP Radio, mais avant tout, la vie de joueur de poker pro en cash game. La première question que j'ai envie de te dire, c'est, ça fait une éternité maintenant que tu es joueur pro en cash game. 2014, je me suis déclaré en 2014. Ouais, donc... ça fait 7 piges. Voilà. Qu'est-ce qui a changé en 7 piges? Les impôts. Oui, déjà. Qu'est-ce qui a changé? Pas mal de choses, parce que évidemment, les activités annexes prennent du temps, donc prennent beaucoup de temps de grind, prennent beaucoup d'énergie également. J'ai jamais été quelqu'un de très structuré niveau horaire. Niveau taf, oui, mais niveau horaire, j'aime travailler quand j'en ai envie, j'aime me réveiller un peu quand j'en ai envie, et forcément, tout ça tu es obligé de structurer. Alors, cette année, je ne t'en parle même pas, parce qu'avec la construction de la masterclass, si je voulais garder un peu de temps pour autre chose… c'est raté. C'était totalement raté. Et limite, heureusement, alors je vais faire l'égoïste total, mais heureusement, malheureusement pour les autres, mais qu'on est un peu dans cette période où c'est compliqué de sortir, c'est compliqué de voyager, c'est un peu tout ça. Ouais, parce que toi, t'aimes voyager, t'aimes les concerts, t'es comme moi, toi, t'aimes les concerts et tout. Là, au moins, c'est bon, t'étais tranquille. Moi, d'habitude, c'est au moins un concert par semaine, des festivals quand je peux. Je sors vraiment beaucoup. J'aime profiter de toute la culture moi, t'aimes le métal, que je peux avoir sur Paris. Du métal, toi, Chichi, t'es comme j'écoute moi, de tout, métal, électro, hardcore, du rap. Franchement, j'écoute vraiment de tout. Ouais. Donc là-dessus, je peux aller à n'importe quel concert. Pas de souci. Je connais pas l'artiste, j'y vais. Écoute, si j'aime pas, tant pis, j'aurais passé un bon moment, j'aurais essayé de découvrir quelque chose et c'est pas grave, quoi. Et il y a toujours le bar au pire. De toute façon, et au pire, il y a toujours le bar. Il est vraiment toujours là. C'est vrai que c'est rare qu'il n'y ait pas le bar. Donc ouais, non. Et donc vraiment, fermé, tout fermé. Donc au moins, t'as eu le temps de travailler. Bah ouais, c'est ça. Je suis pas trop sorti sur Paris, quoi, pour le coup. Donc on a bossé, j'ai bossé à fond. Et surtout que j'ai tout fait de A à Z, quoi. J'ai fait tout le montage, j'ai fait tous les PowerPoint, j'ai tout monté de A à Z, quoi. Et Dieu sait que c'est long. Et Dieu sait que c'est long. Dieu sait qu'aussi, même si je bosse mon montage depuis des années, je ne suis pas professionnel monteur. Donc, je fais au maximum, je fais de mon mieux. Les gens sont contents. Bon, après, ce n'est pas les vidéos les plus difficiles du monde à monter, mais c'est plus, tu sais, essayer de couper tous tes petits trucs comme ça, tu vois, pour je vois. Rendre le truc au maximum agréable. Pareil, que ce soit les lumières, le son, bref, essayer de produire la qualité au maximum que je le peux. Évidemment, tout le reste, je suis passé par un graphiste, une assistante market, etc. Parce que ça, c'est pas mon métier, donc ça, je délègue et je laisse faire les autres. Et c'est leur métier, et c'est eux qui savent faire, donc ça je délègue. Mais sinon, ouais, dans tout le contenu et le fond, c'est moi qui m'y suis collé. Donc ça, c'était beaucoup de temps. Et après, du coup, le grind, forcément… les mois où j'ai grindé en micro, j'ai assez peu grindé pour le coup mes limites. C'était assez difficile. Au début, je voulais le faire, j'ai commencé à le faire. Et en fait, quand tu as passé ta journée à jouer en NL10, si tu repars en NL200, ça fait bizarre, faut se mouiller la nuque un peu là. Ça fait un peu bizarre, ouais, c'est clair. Et tu mets un petit peu de temps pour rentrer dedans. Alors bon, une journée, tu te dis ça va, mais le tenir pendant 3 mois, pas trop. Donc là, j'ai mis un peu ça en suspens, clairement. Bon, après, j'ai pas à me plaindre, j'ai de l'argent de côté, j'ai des revenus de l'immobilier à côté, donc… que tu as fait grâce au poker ou rien à voir Ouais, grâce au poker, ouais. J'ai acheté un appartement, un petit, j'ai acheté un F2 que je fais louer, quoi. Donc ça me rapporte, ça rapporte un petit peu d'argent. Et là, j'ai acheté un deuxième bien pour déménager, du coup. Donc tout sur… je suis pas dans Paris, j'ai pas non plus monté l'oseille pour acheter 2 apparts dans Paris même, mais du coup proche banlieue, j'ai pris 2 apparts. C'est marrant parce que ce que tu dis là sur l'immobilier, parce que moi entre autres, je conseille certains joueurs quand ils veulent investir. Moi c'est dans l'immobilier, j'ai fait comme toi avec mes entreprises quand ça a marché d'investir dans l'immobilier. Et souvent c'est l'immobilier qui revient en premier. On parle des cryptos toujours parce qu'il y a
Toujours 2-3 très gros joueurs qui investissent dans les cryptos, mais quand même, la plupart, on est sérieux, on fait de l'immobilier. Après, l'IMO, ça rassure aussi psychologiquement. C'est la Moi, valeur je sais sûre. que quand j'ai eu quand j'ai pris mon premier appart, bon, déjà, je trouvais ça incroyable de pouvoir acheter un truc avec le poker. Ça me paraissait fou. Même Tu dis si, que t'as un toit. voilà, et ouais, t'as quelque chose qui reste, tu vois, la pierre dans ta tête, ça te rassure. Moi, je sais que ça m'a vraiment beaucoup rassuré mentalement, quoi. Et après, du coup, pour revenir sur mes autres casquettes aussi, moi, depuis le tout début, en fait, pourquoi j'ai fait d'autres trucs? Parce qu'en fait, je suis vraiment passionné du milieu, c'est ça qui me plaît le plus, si tu veux. Et j'étais vraiment en mode, bon, bah, comment faire quelque chose qui me plaît, tout en gardant cette liberté dans le milieu du poker, cette chance de pouvoir un peu travailler quand tu veux, etc. Et j'ai eu la chance après de rencontrer les bonnes personnes avec qui ça a matché et avec qui on a pu faire de la route ensemble pour faire des trucs, quoi. Donc, du coup, j'ai eu à la fois de la chance, enfin, c'est du taf, et puis il y a une part de chance, un peu comme le poker, ouais, c'est du taf, et puis tu as une petite part de chance, bon, comme n'importe quel métier, hein, quand tu fais une rencontre comme toi dans la ZIC ou quoi, tu fais des rencontres, des fois ça change ta vie, quoi. Alors, la vie de joueur de cash game. Souvent, j'ai l'éternel débat, parce que la plupart de mes proches, moi, sont des joueurs de tournoi. J'entends sur les joueurs de cash game me dire ouais, non, mais nous, les joueurs de cash game, ça n'a rien à voir avec le tournoi. On bosse vraiment le jeu, nous, on est bien meilleurs. Pendant ce temps, mes potes de tournoi disent ah, attends, les joueurs de cash game, c'est des aigris, eux. De toute façon, personne ne les connaît. Alors, c'est quoi la vérité au milieu, Chichi? Toi qui, en plus, c'est un peu les deux. T'es joueur de cash game, mais toi, t'es connu. Alors, Ouais, c'est sûr. Alors après, je suis plus joueur, enfin, je suis toujours joueur, mais je veux dire, je suis plus joueur full-time où je fais que grind, évidemment. tu vois. J'ai d'autres trucs, mais en fait, si j'avais pas eu d'autres trucs, je pense que j'aurais arrêté de jouer au bout d'un moment, parce que ça m'aurait Trop ça m'aurait chronophage. trop chronophage, ça m'aurait trop lassé, Mais alors, c'est quoi la vérité? Est-ce que les joueurs de cash game sont plus sérieux que les joueurs de tournoi? Ou est-ce que les joueurs de tournoi ont raison et les joueurs de cash game sont plus aigris? je pense qu'en vrai, c'est plus. Je vais être objectif et Ouais. pas taper sur tout le monde comme je fais d'habitude. Je pense que c'est un peu plus nuancé que Ouais. ça. Je pense que ça dépend vraiment de quel profil on parle. Maintenant, il y a des joueurs de tournoi, c'est des top bosseurs, c'est des top travailleurs qui ont acquis un niveau de ouf. Et d'ailleurs, on le voit, enfin, ne serait-ce si on parle du poker français actuellement, Mhm. on a des top joueurs, tu vois. Avant, les Français, on était ridicules partout. En vrai, partout, hein, que ce soit en cash ou en tournoi, on était ridicules. Maintenant, j'ai parlé à plusieurs top joueurs, ils te disent, bon, quand tu arrives aux États-Unis, il y a un Français à table, il y en a pas mal déjà maintenant qui sont connus. Donc, du coup, tu as une image un petit peu qui change du joueur français à l'international, qui est un peu plus respecté, Mhm. parce qu'on a tout un wagon de top players. Bah, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les résultats qu'il y a eu là au WSOP. Alors après, je considère, malgré tout, là-dessus, je ne change pas, que gagner un tournoi, ça reste de la chatte. Je le dirais toujours, mais moi, je gagne un tournoi. Si je gagne un énorme tournoi dans ma vie, t'inquiète, je dirais que c'est de la chatte. Et c'est totalement assumé. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir honte, parce que ça fait partie du jeu. Par contre, quand tu commences à avoir des performances régulières sur le. Etc. Voilà, j'ai mon chat qui a foutu le bordel, Baseball. complètement vrillé. Là, il est là. De toute façon, c'est comme dans tout, c'est le fait de durer. Pour la performance, elle est là, quoi. Si tu veux aller au top, gagner un bracelet, j'ai envie de dire, un bracelet, tout le monde peut le faire. Tu as 80 tournois par an, si tu veux. N'importe qui peut chater un bracelet. Par contre, si on parle des autres tournois sur l'année, si on parle aussi de la réussite online de certains joueurs de façon régulière, bon, bah là, je pense que les mecs, ils ont compris des choses que les autres n'ont pas compris. Et ça, bah, ils l'ont fait parce qu'ils bossent sérieusement. Le joueur de cash game, il va bosser. Bon, déjà, tous les joueurs de cash game ne bossent pas. Chacun de façon différente. Hein. Il y a de tout. La différence, elle va être que c'est beaucoup plus vu comme on pourrait plus un petit peu l'associer comme un job un peu plus classique. Évidemment, c'est pas du tout un job classique, mais si tu veux, bah, c'est un peu tous les jours, tu fais tes heures. Mhm. T'as moins d'émotions qu'au tournoi, t'as pas l'histoire du tournoi, t'as pas de bulle, t'as pas de table finale, t'as pas de top 3, etc. Là, le but, c'est tu t'assois à une table et tu fais tes heures de jeu, tu essaies de prendre tes meilleures décisions et puis à la fin, tu bookes la banque et le lendemain, tu recommences et le lendemain, tu recommences. Donc, c'est une passion différente. Je pense que pour être joueur de cash, C'est toi, plus usant, peut-être. je sais pas si c'est plus usant parce que le MTT mentalement je pense que c'est ultra usant. Moi personnellement j'aurais énormément de mal. J'y pense hein, plusieurs fois, je me suis dit faut que tu te mettes un peu à faire des tournois, tu vois, que tu te forces un petit peu, etc. Je pense que pour le faire il faudrait que je me trouve un peu un objectif annexe, un peu un truc peut-être tu vas partager ce contenu là, je sais pas, mais il faudrait Mhm. que je trouve un truc qui me motive parce que si c'est juste me dire je vais jouer les tournois, je vais passer mon temps à Bust,
à re-entry, à bust. En fait, le tournoi, c'est agréable que quand tu gagnes. Quand tu fais deuxième, tu peux être frustré. C'est vrai, Donc c'est dur parce que tu gagnes pas souvent, mine de rien, même si c'est tu es un vrai, top. c'est vrai. T'as Alors raison. qu'en cash game, tu as quand même moins de frustration. Tu vas avoir une frustration. Ok, tu vas te prendre ton bad beat. Bon, bah, ok, tu perds une cave. C'est pas grave. Écoute, tu recaves. Si le mec il est toujours à la table, bah, tu le rejoues, etc. Donc la frustration, elle est vraiment différente. Elle est dans le cash game, la frustration. Enfin, pas la frustration, je sais plus le mot que tu as employé. Sûr. Enfin, le fait de se lasser, on va dire, Oui, c'est ça, c'est un peu plus lassant, c'est un peu vient peut-être plus. plus du côté répétitif. Hmm. Alors qu'en tournoi, je pense que ce qui va être plus dur, c'est l'aspect émotionnel. Donc c'est vraiment deux choses totalement différentes. Euh, mais écoute, il y a des joueurs qui ont réussi à faire la transition dans les deux sens. Alors plus souvent, c'est des joueurs de cash game qui ont été vers le tournoi. Ce qui est normal, hein, je trouve, parce que pour le coup, le marché a toujours été axé. Enfin, maintenant, à l'époque de Full Tilt, ils mettaient beaucoup en avant les nosebleeds, mais maintenant, le marché est vraiment mis en avant via les tournois. Hein. Très Hmm. clairement, dès qu'il y a des séries, dès qu'il y a des tournois, bah, les WSOP ou quoi, c'est là qu'on parle énormément du poker. Donc c'est normal d'être attiré par ça. Et je pense pas forcément être que attiré par le besoin de reconnaissance ou pas. Il y a des joueurs, ils ont ça. Écoute, je peux le comprendre aussi, chacun son truc. Je veux dire, si je fais du contenu, je me suis un peu mis en avant, ça doit être lié à ça aussi, tu vois. Donc, pas tirer sur l'ambulance. Mais je pense qu'il y en a, ils sont attirés aussi simplement parce qu'en fait, le marché te pousse à aller vers là. C'est là où il y a le plus d'argent. C'est en tournoi, clairement. Alors, c'est pas forcément là que tu vas en faire le plus, mais c'est là, en tout cas, où il y en a le plus. Donc, je peux comprendre que tu ailles là-bas, quoi. Et les spins dans tout ça. Alors, les spins dans tout ça. Alors, écoute, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 5 ans, je ne sais plus trop quand, il y a Pad qui avait prouvé que les spins c'était battable. Parce que c'est vrai que quand c'est sorti, Expresso, tout ça, tout le monde disait, mais c'est pas battable, c'est de la loterie, machin et tout. J'étais assez d'accord avec ça pour le coup. J'ai pas trop aimé, on va dire, ce concept. C'est normal, hein. Déjà que le cash game à cette époque-là, c'était pas au top. Maintenant, Ouais. ça va un peu mieux. Bon, bah, tu dis enfin, tu sépares encore plus Ouais, les tu joueurs. divises l'argent encore plus, quoi. Voilà, encore plus, quoi. Donc, du coup, forcément, moi, je voyais ça bah, pour ma pomme, c'était assez négatif. Et du coup, bah, j'ai beaucoup parlé avec un de mes potes qui s'était lancé là-dedans à cette époque, qui était joueur de cash game aussi à ce moment-là, Hmm. gagnant, bien gagnant et tout, vraiment pas de problème. PA pour pas le citer. Et du coup, il s'est tourné vers les spins et on avait beaucoup de discussions. Et c'est vrai que bah, comme il me le vendait et tout, il me le vendait, je me suis dit, bah, c'est pas mal l'Eldorado. J'ai essayé un mois, tu vois, vraiment, je me suis dit, ok, vas-y, je vais tester un mois, vraiment. Donc, j'avais essayé, je crois qu'à l'époque, j'avais essayé sur, je crois que c'était les 10 et les 25 les plus gros, je crois, Hmm. 25 peut-être. J'ai fait ça et impossible. Je ne peux pas. C'est pas fait pour moi. C'est encore plus chronophage pour le coup. Est-ce que c'est encore du poker? Euh, ouais, je pense que oui, c'est une autre forme de poker. C'est pas une forme de poker que ça, c'est certain. Hmm. Mais ça reste une autre forme de poker. Après, c'est une forme de poker où plus tu réduis l'edge, ça reste du poker, tu veux, mais tu réduis l'edge pour moi encore plus. Alors là, je suis pas du tout spécialiste, donc en plus maintenant il y a les formats qui sont arrivés encore plus rapides, genre les nitro, les trucs comme ça, donc bah tu réduis encore plus ton edge. Donc après, c'est un choix, c'est des trucs où il faut faire énormément de volume. Énormément de volume, c'est pas fait pour moi. Je l'ai bien compris depuis longtemps. Donc non, c'est simplement pas fait pour moi. Mais bon, voilà, écoute, j'ai essayé, j'ai vu que c'était pas fait pour moi, je me suis planté. Tant pis, c'est pas grave. Je suis retourné à mon cash game et c'était très bien. Mon chichi, dernière question. Ton CV est chargé, mais ton CV des 10 prochaines années, il devrait ressembler à quoi? Est-ce que tu vas encore être joueur un moment? Est-ce que tu vas être encore dans le milieu du poker? Est-ce que tu penses à faire d'autres choses? Comment tu vois ton avenir? Ah, 10 ans, c'est long, il peut s'en passer beaucoup de Tu peux s'en choses. passer des pandémies. Ouais. Ah non, ça, j'espère qu'on va retourner à la vie normale. Écoute, le plus rapidement possible en tout cas. Écoute, là déjà, au niveau de mes projets, bah, je t'ai dit, donc là, c'était m'acheter un appart, enfin, m'acheter un deuxième bien du coup. Ça, c'est assez important. Donc, l'immobilier, c'est toujours un truc qui m'a plu et tout. Donc, écoute, essayer d'investir un petit peu d'argent là-dedans, c'est un de mes projets en tout cas. Ensuite, en niveau professionnel, ben, écoute, j'espère toujours être, en tout cas, dans le milieu du poker, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc, que ce soit à la radio ou autre, ça me plaît. Être joueur pro full-time, je pense pas, clairement, dans 10 ans. Ça, je pense pas. La passion sera toujours là. Après, est-ce que l'envie de grind vraiment, tu vois, vraiment de façon très sérieuse. Je parle pas, je continuerai toujours de jouer, hein, ça c'est Ouais. évident. Si tu aimes le jeu, je vais toujours jouer. Mais grinder autant que je l'ai fait sur certaines années, non, je pense pas.
Ça, c'est vraiment, je pense pas du tout. Et donc, du coup, ce serait développer des activités pour rester dans le milieu du poker. Mais après, par exemple, typiquement, si j'arrête de jouer, je me verrai pas, je vais pas coacher ou quoi, tu vois. Je trouve que ça fait pas. Pour ma vision, ça, c'est pas cohérent pour moi. Donc, ce serait vraiment plus me développer dans le milieu. Je sais pas, par exemple, tu vois, commenter des trucs, animer des émissions, ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. Donc, ouais, rester dans la création de contenu, faire des vidéos peut-être, tu vois, plus divertissantes ou quoi. Bon, après, là, on parle de suppositions, hein, ce sera peut-être dans 5 ans. Oui, mais tu partirais vers cette direction-là. Ouais, je pense. En tout cas, je vais partir sur. Là, je te dis ça parce que c'est des trucs que j'aime faire et qui me plaisent et qui me passionnent. Donc, je vais tout faire pour continuer de faire des choses qui me plaisent et qui me passionnent. Et tant que ça me plaît et que ça me passionne, je me tournerai là-dedans. Si à un moment, écoute, je me lasse, écoute, je changerai peut-être de voie ou quoi. Mais actuellement, c'est pas arrivé. Tu vois, je pense que tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais donné la même réponse. Ouais. On est 5 ans après, en fait, c'est la même chose. Je suis pas lassé, je suis toujours passionné du milieu. J'ai la chance de pouvoir faire plein de rencontres. J'ai la chance aussi de voir plein de nouvelles têtes. Il y a des nouvelles têtes qui percent tout le temps. Et voilà, et je connais aussi plein de gens qui ont arrêté le milieu du poker et qui ont fait d'autres choses à côté et qui sont très épanouis. Dès que je serai plus épanoui pour faire ça, de toute façon, je pars du principe que quand tu n'es plus épanoui, tu te mets à faire de la merde. Et je pense que j'ai pas vraiment envie. Déjà, on a évolué sur plein de trucs, tu vois, au niveau des contenus, des vidéos, etc. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais plein de vidéos pendant très longtemps, toi-même, tu te lasses un peu sur les formats de tes vidéos. Donc, tu essayes d'en faire des nouveaux. Je suis d'accord. Tu as envie de changer, tu as envie de tester. Alors, évidemment, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Il y a des gens qui étaient habitués à ce que tu produisais, qui aimaient ce que tu produisais. Tu commences à faire des choses un peu différentes, ils vont pas aimer. Je comprends totalement. Et encore une fois, vraiment pas de problème là-dessus. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui arrêtent de te suivre un peu à ce moment-là. Mais il y en a des nouveaux qui vont découvrir ton contenu, etc. Et c'est évolutif. Enfin, je pense que se dire que pendant 10 ans, quand tu fais un métier comme ça, où tu crées des choses, où tu fais de la musique ou quoi, si pendant 10 piges tu fais la même chose, là, en fait, les gens, dans 10 ans, ils vont te dire mais c'est toujours pareil. Alors que si tu avais changé, ils vont aussi peut-être te critiquer aussi. Ouais, c'était mieux avant. Oui, Mais je pense qu'il y a des choses qui étaient mieux avant, ouais. Ça, c'est la méthode Antoine Daniel, j'appelle ça, moi. Il y a tout. Il y a tout. Je pense que juste, de toute façon, quand tu fais tes propres choses, écoute, fais ce que tu as envie de faire toi et que tu aimes toi-même et qui te fait plaisir. Et si c'est fait avec sincérité, il y a forcément des gens à qui vont être touchés, qui vont être sensibles à ton contenu, à qui ça va plaire. Et d'autres qui vont aussi se lasser, qui vont grandir, qui vont chercher d'autres choses, qui vont aller peut-être chercher des trucs plus en profondeur ou alors au contraire aussi plus divertissants, peu importe. Tout le monde évolue, tu vois. Tu peux pas rester 10 piges à faire la même chose. Sinon, tu fais de la merde, c'est obligé. Merci mon chichi pour toutes ces réponses. Vous retrouvez toutes les infos sur la masterclass qu'il a faite en dessous, les réseaux sociaux de Chichi et les réseaux sociaux de Kill Tilt. C'est les amis de Kill Tilt, évidemment, donc c'est avec plaisir. On fait un gros bisou à Peanuts, car on aime Peanuts. Qui ne peut pas aimer Peanuts, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais il est vachement sympa, Peanuts. Mais Peanuts, ce n'est qu'amour, messieurs, dames. Après, quand t'es... Être aimé par tout le monde, c'est rarement bon signe aussi. Non, ça c'est très très mauvais. Alors, généralement, c'est très très mauvais. Mais je voudrais savoir qui arrive à s'engueuler avec Peanuts, quand même. Oh, tu sais, des fois, avec Peanuts, tous les deux, on a des conversations, ça arrive, hein. Ouais, mais ça, c'est le taf. Ah ouais, ouais. Oh, généralement, c'est pas trop dans le taf. On est rarement d'accord, mais. Sur les. Ah putain. Sur plein de sujets. Moi, j'ai eu des grandes discussions politiques avec Peanuts. Là, si tu t'embarques là-dedans. Mais il est très érudit comme garçon. Bref. Il s'intéresse beaucoup. Merci beaucoup, mon chichi. On te retrouve sur Kill Tilt, à la CP Radio. On te retrouve sur la masterclass. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. On se revoit très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Merci à tous. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao.